Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, aujourd'hui on va parler transition de genre. J'ai commencé mon parcours il y a peu, dans l'idée que ce que je vis, ça va peut-être aider certaines personnes, ça va peut-être convenir à certaines personnes, peut-être que je vais répondre à des questions de certaines personnes. Ça peut toujours être utile. Et en même temps, j'adore raconter ma vie. Voilà. C'est vraiment une passion chez moi. Dès qu'il faut que je parle de moi, c'est génial, j'adore. Du coup, je vais commencer par le début. C'est quand est-ce que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème entre mon genre biologique et ce que je ressentais à l'intérieur. En vrai, le plus tôt que je pense, je crois que c'était période collège, donc période adolescence, tout ça. J'ai remarqué que quand j'ai commencé à avoir de la barbe, enfin du duvet, la pomme d'Adam, la voix qui mue, etc. Ça a été très très difficile pour moi. Vraiment, ça a été une période très compliquée. En vrai, sur le moment, j'avais pas l'impression que c'était si difficile que ça. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'était une torture. C'est bizarre de se dire qu'en fait, avec le recul, c'est là qu'on se rend compte de l'horreur qu'on vivait. Mais en fait, c'est juste qu'avant, je savais pas vraiment pourquoi en fait c'était si dur. Et en fait, en comprenant en fait que c'était un problème d'identité de genre qui faisait que c'était très compliqué pour moi. euh, Après, en sachant ça, je comprends mieux pourquoi c'était difficile. Donc en fait, ouais, tout ce qui était duvet, la voix qui mue, pareil, j'avais la couleur de cheveux qui changeait, enfin tout changeait et c'était très difficile. Vraiment, c'était vraiment très dur. Et je sais qu'à chaque fois que je me rasais, c'était vraiment pas une partie de plaisir, vraiment. Et puis même encore aujourd'hui, c'est vraiment une torture, que ce soit psychologique ou même physique, parce que me raser, ça me fait extrêmement mal et je déteste ça. Vraiment, et psychologique parce que c'est horrible. Enfin, quand on se sent femme, de devoir se raser la barbe, c'est très compliqué, quoi. Et après, la mue, la voix, je sais que j'étais beaucoup dans le déni. Notamment quand j'ai changé d'établissement scolaire, c'est là que ma voix a vraiment commencé à changer. Et je sais que pendant très longtemps, je parlais comme ça, voire même encore plus voix de crécelle. Au début, je pensais que c'était juste parce que c'était plus naturel pour moi, mais en fait, non, c'était pas naturel. C'est juste que je voulais pas avoir une voix grave, et maintenant je sais pourquoi. Donc, ouais, non, ça a été très difficile, et le moment où j'ai pu mettre des mots dessus, je sais pas, je pense que j'ai toujours dit que j'étais une femme coincée dans un corps de garçon. Vraiment, je pense que je l'ai toujours dit. Euh, j'ai pas vraiment de moment précis où j'ai vraiment eu le déclic de me dire en fait, c'est ça mon problème. Après, en soi, quand, le moment où je me suis vraiment dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait que j'entame une transition, c'est très récent. Mais je pense que ouais, je pense que je l'ai vraiment toujours su, parce que pareil, pendant l'adolescence, notamment au collège, je souffrais d'aérophagie, donc en fait j'avais de l'air dans l'estomac, et en fait le moindre petit stress me déclenchait une crise d'aérophagie, chose que je ne souhaite à personne. Vraiment, c'était horrible, c'était à me tordre de douleur, je crois que je passais toutes mes matinées, parce que comme je stressais niveau scolaire à cause de l'homosexualité, etc., harcèlement, tout le tralala, c'était très difficile pour moi le collège. Vraiment, c'était vraiment une horreur. Donc en fait, dès l'instant où j'allais à l'établissement scolaire, je stressais. Et comme je stressais, ça me déclenchait une crise d'aérophagie. Donc quasiment tous les jours, j'allais à la pharmacie. À l'infirmerie, vraiment, c'était vraiment mon petit rendez-vous quasiment quotidien. C'était une horreur. Et en fait, cette douleur que je recevais tous les jours, et il y a des crises qui étaient plus fortes que d'autres, en fonction de mon stress, et en fait, je sais que j'avais ce stress qui me faisait une douleur quasi quotidienne, quasiment tous les jours, toute la journée au ventre. Et j'associais ça au fait que aux règles des femmes. Voilà, pour moi, c'était vraiment ces douleurs-là, c'était comme si j'avais les règles. Vraiment, c'était pour moi, c'était la même chose. C'était différent, je le savais, mais pour moi, c'était la même chose. Et dans le fond, ça me faisait du bien. C'est horrible à dire, mais en fait, de souffrir, ça me faisait du bien parce que j'avais l'impression d'être proche des femmes, en fait. J'avais l'impression de plus les comprendre, d'être plus proche d'elles. Et, euh, et en fait, c'est toxique de penser comme ça, de se dire je souffre,
Mais en fait, c'est trop bien. Non, non, c'est pas bien de souffrir. Et ouais, non, ça a été vraiment très long. Et dès l'instant où en fait j'ai commencé à me dire qu'il y avait un problème et qu'il fallait que j'y remédie, parce que le problème a toujours été là, mais dès l'instant où j'ai mis des mots et j'ai compris que c'était un problème qu'il fallait que je fasse quelque chose, quoi, si je voulais aller mieux dans ma tête et dans mon corps, parce que bon, bah, j'aime pas mon corps, mais bon, ça explique aussi pourquoi. Donc du coup, ouais, j'ai eu le décès d'un de mes petits lapins que j'aimais énormément, mais vraiment, c'était mon enfance, j'aimais plus que tout, et suite à ce décès, bah, c'était vraiment une période très difficile. J'ai également compris que j'avais une relation amicale qui était très toxique, que je dis pas que la personne en elle-même était toxique, mais moi, en tout cas, la relation que j'avais avec cette personne était très toxique. Et en fait, bah, du coup, j'ai commencé à avoir besoin de traitements, d'antidépresseurs, parce que vraiment, c'était très difficile pour moi d'être bien en fait dans le quotidien. Et j'ai fait plusieurs antidépresseurs. J'ai fait le premier qui était un antidépresseur que ma médecin dit calmant. En fait, c'était dans l'optique de me calmer. Je l'ai pas fait longtemps parce que en fait, bah, je dormais toute la journée. J'étais en état quasi végétatif et franchement, pour moi, c'était pas la chose que j'avais besoin. Moi, j'avais plus besoin d'être heureuse, plus que vraiment besoin de me calmer. Parce qu'en soi, avec la dépression, de toute manière, j'étais dans mon lit toute la journée. Donc, que j'aille dans mon lit toute la journée à cause de médicaments, ça revenait au même. Donc, vraiment, pour moi, ça n'avait vraiment aucun intérêt. Donc, du coup, on a changé d'antidépresseur. Et là, c'était un inhibiteur de capteur de sérotonine, si je dis pas de bêtises. Hein. Attention, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je raconte. Mais en gros, c'est un médicament que ma médecin m'a vulgairement dit, c'est pour me donner plus de joie. Donc, du coup, j'ai eu ce traitement-là pendant plusieurs mois. Je pourrais pas dire combien de temps exactement, mais pendant plusieurs mois j'ai eu ce traitement et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment apaisé, ça m'a le côté en fait que j'avais besoin de pleurer, de d'être triste dans mon lit, ça se calmait donc je pouvais plus vivre, enfin passer plus de temps à moi, à vivre la vie quotidienne on va dire. Et comme ça allait mieux, que j'étais plus apaisé parce que en parallèle j'avais des anxiolytiques. Ça m'a permis en fait de faire un peu d'introspection sur moi-même, de réfléchir sur des choses qui n'allaient pas, qu'est-ce que je pouvais corriger, qu'est-ce que je pouvais changer dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de penser les choses, dans ma manière de penser. Enfin, vraiment, c'était vraiment un peu une énorme remise en question. Du coup, ouais, au lieu d'aller voir un psy, tout ça, j'ai passé pas mal de temps à vraiment réfléchir, à faire le point sur toutes les choses qui me rendaient triste, toutes les choses qui me faisaient du bien, toutes les choses que j'aimais, toutes les choses que je n'aimais pas, toutes les choses qui me faisaient du mal, toutes les choses qui me faisaient du bien, et tous les traumatismes que j'avais pu avoir dans l'enfance et tout ça, et essayer de vraiment pas juste mettre sous le tapis et on verra ça plus tard, et vraiment juste euh, ça va pas, ça me fait du mal, il faut que je comprenne pourquoi, qu'est-ce qui n'allait pas, comment je peux faire pour mieux vivre cette chose, à mieux vivre avec ce souvenir. Et ça a été très long, mais en même temps, ça a été extrêmement bénéfique. Je crois que je n'ai jamais autant progressé dans ma santé mentale que dès l'instant où j'ai pris le temps en fait de réfléchir sur tout ça. Du coup, suite à ça, j'ai pu guérir, enfin guérir, c'est un bien grand mot, j'ai pu apprendre à vivre en fait avec des traumatismes d'enfance, etc., d'enfance, d'adolescence. Et il y a un problème que j'avais mis sous le tapis et qui est revenu à la surface. Hein. Disons que j'ai pris les pieds dans le tapis pendant que je faisais mon ménage dans ma tête. Et c'était la question de l'identité de genre. C'est revenu, mais comme ça, paf. Je me suis repris ça en pleine gueule et ça a été vraiment assez violent. Et du coup, bah, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de me dire, en vrai, il y a un problème, il y a peut-être quelque chose à y faire. Au début, je me disais que faire des costumes, comme on peut voir notamment sur mes réseaux sociaux, je fais beaucoup de costumes féminins, etc.
des robes, tout ça. Au début, ça me faisait beaucoup de bien. Mais dès l'instant en fait où je retirais le costume, je revenais à moi-même et c'est... Je vais pas dire que je n'allais plus bien, mais presque en fait. Enfin, tout le bien que ça me faisait en fait de mettre une perruque, de mettre du maquillage, une robe, ça me faisait tellement de bien. Et dès l'instant où je retirais tout ça, le bien partait. Du coup, ouais, je revenais au quotidien, quoi. Et ça me confortait dans l'idée qu'il y avait un problème dans mon identité de genre. Du coup, j'ai voulu commencer à me renseigner sur comment faire une transition, tout ça. Donc j'ai commencé à regarder un peu sur internet, regarder quelques témoignages, tout ça. Et tout ce que je voyais, ça me faisait un peu peur. Soyons clairs, ça me faisait vraiment très peur. Et du coup, je continue à vivre avec ça dans un coin de ma tête. J'ai commencé à en parler à mon mari. Pareil, avoir une personne qui nous écoute, une personne qui nous soutient, peu importe ce qu'on traverse, qui nous écoute, tout ça, qui nous épaule. Ça, j'avoue que mon mari a été un énorme soutien pour tout ça, pour la période d'introspection et du coup ma transidentité. Vraiment avoir quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui est à l'écoute, qui me soutient, qui m'aide, qui... Vraiment, je pense que ça a beaucoup aidé d'être bien entouré. Pareil, ma belle famille et tout ça. C'était vraiment un grand soutien. Ma mère également. Donc, les seules personnes en fait que j'avais encore, enfin que j'ai encore aujourd'hui dans mon entourage, dans mes relations, c'est vraiment énormément aidant. Donc, si jamais vous avez des bonnes personnes pour vous entourer, entourez-vous de ça. Les gens toxiques, débarrassez-vous de ça vraiment. Du coup, un jour, je me suis dit, bon, il y a vraiment un problème, faut vraiment que j'y réfléchisse. Faut vraiment que je prenne le temps de réfléchir, de tout poser le pour et le contre. Et c'était pendant une semaine de vacances. On était parti en Bretagne. Alors de base, c'était pas des vacances faites pour, hein, c'était vraiment juste des vacances pour des vacances. Mais avec mon mari, on s'était dit, on va y réfléchir chacun de notre côté. Vraiment, à chaque fois que je me visualisais, que je m'imaginais, je me dis, en vrai, ça peut me faire du bien. En vrai, je serais trop bien. En vrai, je serais trop contente. Vraiment, il y avait que du positif. Et même moi qui ai très peur de tout ce qui est médical, tout ce qui est hôpitaux, etc., quand je regardais tout ce qui était opération chirurgicale, tout ça, j'avais pas peur. Et en fait, là, je n'avais pas peur. J'étais serein à l'idée de faire une opération, notamment une vaginoplastie. Vraiment, j'avais pas peur du tout. Et du coup, je me dis, c'est quand même étrange, hein. Et du coup, je creuse la chose. Puis après, en rentrant, je reparle à mon mari en disant, ouais, est-ce que tu y as pensé et tout ça. Il m'a dit, non, franchement, j'y ai pas pensé. Je profitais juste des vacances. Je peux pas lui en tenir rigueur, hein, il a payé les vacances, il en profite. C'est tout à fait normal, hein. Mais du coup, après, je lui en ai parlé, on en a beaucoup discuté. Je lui ai demandé est-ce que ça le dérangerait, parce que bon, il s'est marié avec un homme, il va finir avec une femme. On va dire, il y a eu un peu de tromperie sur la marchandise au moment du mariage. Du coup, il y a beaucoup réfléchi, on en a beaucoup discuté. Moi-même, je lui disais, est-ce que t'es sûr? Donc du coup, on en a beaucoup parlé et tout. Et à un moment, on s'est dit, bon, ok, si t'es ok avec ça, si je suis ok avec ça, bon, let's go. Et là, je me suis lancé dans le projet le plus... de ma vie. Je pense que ce soupir veut tout dire. Et je pense que ça résume plus qu'un mot. Vraiment. Euh, du coup, la première étape, ça a été de se renseigner sur tout. Que ce soit les opérations, que ce soit l'aspect social, que ce soit les papiers d'identité, que ce soit les traitements, que ce soit les effets secondaires des traitements, que ce soit tout ça. C'était vraiment beaucoup de recherches pour être sûr que je veuille me lancer là-dedans. Parce que j'allais pas faire une transition, changer tout, puis au final dire, ouais, finalement bof. Parce que malheureusement, il n'y a pas vraiment de retour en arrière, voire pas du tout. Donc du coup, si je me lance là-dedans, il fallait vraiment être sûr. Donc voilà, ça a été, je me renseigne. Et puis est venue l'étape la plus
complexe, la plus horrible de la transition, c'est-à-dire commencer la transition. Vraiment, là, le soupir, on peut le faire une deuxième fois. Alors, première étape, avoir ce que l'on appelle l'ALD. L'ALD, c'est l'affection longue durée. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à définir que on a un problème de santé et que du coup, la sécurité sociale nous aide au remboursement des soins pour guérir cette maladie. C'est un peu mal dit de dire une maladie, mais aux yeux de la Sécu, on va dire que c'est une maladie. Hein. Donc voilà, donc ma maladie c'est la transidentité, et pour guérir de ça, il faut que je fasse une transition de genre. Voilà. Donc du coup, première étape, obtenir la LD. Dans mon cas, j'ai eu énormément de chance. J'ai appris que le médecin traitant pouvait faire la demande d'ALD, et avant c'était juste les psychiatres qui pouvaient faire ça. Maintenant, aujourd'hui, ça a pas mal évolué. Donc, on peut demander au médecin traitant de faire la demande d'ALD. Donc, du coup, bah, moi, je suis, j'ai le médecin traitant, on va lui demander. Du coup, je leur ai juste parlé. Et au final, elle a fait la demande. Elle n'a pas cherché à comprendre, elle a fait la demande. Je leur ai juste parlé, je lui ai dit, ouais, je pense que j'ai un problème de transidentité. Je lui ai parlé que j'avais fait une introspection, j'avais beaucoup réfléchi sur moi-même avec les antidépresseurs. Et je lui ai dit, voilà, j'ai un problème de transidentité, je pense que ça serait bien d'en discuter, voire de faire la demande d'ALD, parce que j'ai vu que les médecins traitants pouvaient faire la demande d'ALD. Elle me dit, ah non, moi je peux pas faire ça. Et du coup, bah moi, comme j'avais fait pas mal de recherches, j'avais imprimé pas mal de papiers, j'avais surligné pas mal de choses. Et bah, je lui ai sorti les papiers, je lui ai dit voilà, si, vous pouvez le faire depuis je sais plus quelle année, hein, là je pourrais pas vous dire en quelle année ça a pu, les médecins pouvaient le faire, enfin voilà. Et au final, elle a fait la demande. Voilà. Elle a fait la demande. Bon bah, ok, au final, j'ai pas besoin de me battre. Et ça, pour ça, j'ai eu énormément de chance parce que j'aurais pu très bien avoir un ou une médecin qui refuse tout simplement, catégoriquement, voire même qui pourrait tout simplement changer sa manière de se comporter avec moi à cause de ça. Donc pour ça, j'ai eu une médecin très ouverte d'esprit qui n'a vraiment quasiment pas cherché à comprendre. Vraiment, pour elle, juste elle pouvait pas le faire. Et quand je lui ai montré les papiers, elle a vu, donc bah, du coup elle a fait la demande, elle a pas cherché à comprendre. Et puis bah let's go. Du coup, ouais, la demande d'ALD a été acceptée très vite. En vrai, je crois qu'au bout d'une ou deux semaines, j'ai déjà reçu le courrier comme quoi la demande d'ALD a été autorisée, machin. Je lui ai dit, bon, nickel. Franchement, easy quoi. Tranquille. Non, 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 non. J'ai eu beaucoup de chance pour ça. Vraiment, j'ai eu une chance, mais vraiment de cocu. Hein. Mais après, non, non, non. C'était pas facile. Ensuite, première étape, il faut commencer une transition de genre. L'hormonothérapie. Et donc du coup, n'ayant toujours pas de moyens pour payer du personnel, tout ça, il fallait absolument que je trouve déjà un ou une endocrinologue de secteur 1. Déjà, ça c'est extrêmement compliqué quand on n'habite pas à Paris. Et encore, même à Paris, je pense que secteur 1, ça doit être assez compliqué à trouver. Un spécialiste secteur 1, c'est très compliqué. C'est très compliqué, parce que je n'ai pas le permis non plus. Donc du coup, me déplacer pour retrouver une endocrinologue, c'était très compliqué parce que du coup, chaque rendez-vous était extrêmement compliqué. Du coup, faire un suivi, c'était très compliqué. Du coup, ça demandait une organisation de dingue et j'avais pas forcément les moyens. Du coup, je me suis orienté vers les hôpitaux publics. Le seul hôpital sur lequel je pouvais prendre rendez-vous était à 40 minutes de route et je n'avais même pas de bus pour y aller. Et le rendez-vous était un an plus tard. Je vous laisse imaginer faire un suivi d'un rendez-vous par mois quand à un an de délai d'attente. C'était juste pas possible, d'autant plus que je pouvais très bien me rendre au rendez-vous un an plus tard, expliquer mon problème et que la personne me dise non.
Du coup, j'ai fait des recherches, des recherches, des recherches, des recherches, des recherches. Ça a duré un an. Approximativement, hein. Je ne sais pas si ça dure un an pile, peut-être un peu moins. Mais ça a duré très longtemps. Et des amis m'ont conseillé un jour, pour mon boulot ou pour le plaisir, de ChatGPT. J'ai beaucoup apprécié ChatGPT. Et un jour, je me dis, tiens, si je demandais à ChatGPT de me trouver un ou une endocrinologue qui pourrait m'aider pour ma transition. Mais vraiment, la question, elle est passée comme ça dans ma tête. Je me suis dit, tiens, je vais demander à ChatGPT. Voilà. Et ChatGPT m'a dit, essaye de t'orienter vers un Cégide. Et là, je me dis, ouais, on va regarder ce qu'il y a dans les alentours. Et j'ai un Cégide à 15 minutes de route de chez moi, sachant que là, j'ai des bus, des transports en commun pour pouvoir y aller. Donc je me suis dit, tiens, ça vaut le coup peut-être d'essayer. Les rendez-vous sont gratuits. Je me dis pourquoi pas. Alors à l'origine, un Cégide, c'est pas fait pour ça. Je suis allé sur Doctolib pour prendre rendez-vous, j'avais un rendez-vous assez vite. Je me dis, allez, on y va, hein, perdu pour perdu, de toute façon, j'ai rien d'autre. C'était ça ou rien, je me dis, on va tester, hein, c'est pas loin, c'est gratuit, c'est une aubaine. Enfin, vraiment. Du coup, j'y vais, et là, je tombe sur une infirmière qui. Parce que sur Doctolib, en fait, il faut remplir pourquoi on y va, et moi, j'avais dit dépistage. Dépistage de maladies sexuellement transmissibles. Je me suis dit, j'expliquerai ma situation au moment venu, et je suis tombé sur une infirmière, un amour, une crème. Même encore, je la vois encore du coup, parce que c'est là-bas que j'ai commencé ma transition. Je la vois encore et à chaque fois que je la vois, c'est vraiment un petit rayon de soleil. Vraiment, je l'aime trop. Vraiment. Et ça a été vraiment une libération. Alors, à savoir, c'est que du coup, j'y vais. Elle a pensé que c'était pour un dépistage, donc elle était déjà prête dans le protocole qu'elle avait. Et du coup, je lui explique la situation. Elle fait, ah d'accord, bon, on fait pas ça, mais on peut essayer de faire quelque chose. Elle était vraiment au taquet, hein. Et elle a fait des pieds et des mains. Vraiment, tout le temps du rendez-vous, elle a vraiment fait tout ce qu'elle a pu. Vraiment, elle a tout donné. Elle a dit, je sais pas, écoutez, je vais appeler les endocrinos de l'hôpital, on va voir s'ils peuvent faire quelque chose. Elle appelle les endocrinos, on sait pas. Ok, elle a appelé le chef des endocrinos, le chef du service. Oui, voilà, j'ai une personne trans, est-ce que tu accepterais de faire ça et tout. Il dit, j'avoue que j'ai pas les connaissances, machin. Ok, bon, qu'est-ce que je peux faire? On peut essayer de s'orienter vers des associations, si vous voulez, je peux vous en donner et tout. Vraiment, elle était au taquet. Puis après, elle dit, oh, mais non, je sais. Parce que dans le Cégide, ils ont un médecin. Et s'est dit, oh, attendez, peut-être que lui, il accepterait. Elle a contacté le médecin en se disant, il a déjà eu un pied, on va dire, il a déjà eu une petite expérience. C'est pas lui qui a lancé le truc, mais il a déjà connaissance un peu du sujet. Peut-être que cette personne-là accepterait. Du coup, elle l'appelle. Elle a dit, voilà, j'ai une personne, voilà, en situation, qui est transgenre, qui n'arrive pas à trouver, qui galère. Est-ce que tu accepterais, toi, de lancer? Alors on entend au téléphone, hein, je sais pas, j'ai pas les connaissances, machin. Et il a fini par accepter. Donc le médecin du Cégide a fini par accepter de lancer la transition, de lancer le traitement hormonal. Et voilà. Ah oui, j'ai oublié une petite parenthèse, ça vient de me revenir. Avant ça, en faisant mes recherches, j'avais vu que les médecins traitants pouvaient lancer aussi le traitement hormonal. Du coup, j'avais demandé à ma médecin traitant. Je lui ai demandé plein de fois. Je lui ai dit, écoutez, j'ai fait pas mal de recherches. Je me suis vraiment renseigné sur tous les traitements possibles, machin, machin. Je lui ai dit, si vous voulez, on peut en discuter ensemble. Je vous ramène toute ma documentation, machin. Elle a refusé, refusé, refusé. C'est pour ça que j'étais désespéré. Et j'ai demandé à ChatGPT, Cégide, voilà. Voilà, c'est une petite parenthèse que j'avais oubliée, mais qui a quand même le mérite d'être notée. Si jamais vous avez un médecin traitant qui accepte de se lancer, parce que moi, c'est pas mon médecin traitant, mais ça aurait pu, en vrai. Du coup, j'ai rendez-vous avec ce fameux médecin au CJ de une ou deux semaines plus tard, je crois, pour discuter.
Alors, du coup, je lui explique tout mon parcours, etc., ce que j'avais vécu. Je lui ai ressorti toute ma documentation également. Il me dit, ah bah écoutez, moi je me suis renseigné, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, machin. On va faire une prise de sang. Et, et voilà le traitement que je vous préconise. Alors moi, j'avais pas du tout fait le même protocole de soins, j'avais pas du tout eu la même idée. En fait, le traitement que j'avais, c'était ce qu'on utilise très souvent aux États-Unis pour la transition de genre, pour le traitement hormonal. Mais en fait, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, du moins pas chez nous. Il m'a expliqué le protocole. Donc c'était une injection d'un produit en fait qui permet de bloquer la production de testostérone. Et enfin, un gel de stradiol, donc l'équivalent d'oestrogène, pour avoir une hormone féminisante. Voilà. Et du coup, après, s'en est suivi du coup le premier rendez-vous, enfin le second rendez-vous, pour faire une prise de sang bilan. Non, j'avais fait la prise de sang le même jour que enfin le premier rendez-vous avec le médecin. Après le rendez-vous, il m'a dit bah écoutez, on va faire la prise de sang pour faire le bilan de base, voir si tout va bien dans votre bilan sanguin et niveau hormones, où est-ce que vous en êtes. Et donc du coup, première prise de sang, machin. 2 semaines après, j'avais rendez-vous pour recevoir le résultat des bilans sanguins et bah du coup commencer le traitement. Donc du coup, je vais au rendez-vous, on voit le bilan sanguin, tout va bien, juste un petit peu de problèmes hépatiques, donc de problèmes liés au foie. Très léger, mais à surveiller, on va dire. Parce que, mais le problème, c'est qu'en fait, comme j'ai eu des antidépresseurs et des anxiolytiques, ça se peut que ça abîme un petit peu mon foie, parce que des médicaments, c'est jamais bon pour le corps, peu importe quel médicament vous prenez. Donc, du coup, ça a un peu désagrégé un peu mon foie, mais rien d'alarmant. Et sinon, le problème que j'avais, c'était le sucre. Car oui, j'aime le sucre. Un peu trop. Après, les résultats ont pu être un peu faussés parce que je n'étais pas à jeun. Je savais pas qu'il fallait que je sois à jeun en fait. Et parce que pour moi, on allait juste faire le bilan hormonal, donc voilà. Mais du coup, j'étais pas à jeun, donc on va dire les résultats peuvent être faussés. Mais je l'ai dit au médecin, et le médecin a dit non, ça excuse pas tout. Là, vos taux ils sont beaucoup trop hauts. Bon, bah voilà. Du coup, bah, je reviens, je récupère les résultats. En soi, tout va bien, juste le sucre qu'il fallait que je réduise. Donc bon, je me dis que bon, avec les traitements, je risque d'avoir pas mal de petits problèmes de santé, peut-être des effets secondaires qui peuvent être pas forcément sympas. Donc, si je dois faire un effort sur mon alimentation, si je dois me restreindre un peu en sucre, malgré que j'adore ça, tant pis. J'allais le faire parce que qu'est-ce que c'est un peu de sucre sur, on va dire, un bien-être psychologique et dans le corps, hein, je veux dire, il n'y a pas photo. Donc, du coup, après ça, j'ai commencé à réduire un peu mon sucre. Et ce jour-là, du coup, bah, au même moment, le médecin me dit, bon, bah, on va pouvoir commencer le traitement hormonal. Donc, du coup, il m'a fait la prescription pour l'inhibiteur de testostérone et pour les oestrogènes, enfin le stradiol. Et là, s'en est suivi une course. Donc du coup, après, je vais voir l'infirmière. Enfin, on va avec le médecin voir une infirmière pour prendre rendez-vous pour faire la première injection. Du coup, après, je pars. Et après, je reviens. Je commence à partir pour reprendre le bus. Et je reviens en me disant oh, ouais, mais attends, j'ai des problèmes au foie, j'ai des problèmes de sucre. Est-ce que faire la transition, c'est vraiment risqué ou pas? Parce que, à vue de la tête du médecin, et moi qui suis un petit peu hypochondriaque aussi, j'avais vraiment très peur. Vraiment, je me dis, ah, putain, si ça se trouve, ça va me mettre dans un état horrible. Si ça se trouve, je vais être très malade. Si ça se trouve, je vais jamais pouvoir finir ma transition à cause de problèmes secondaires et tout ça. Du coup, j'étais quasiment arrivé à la gare qui est à peu près à 20 minutes à pied. Je cours comme une cinglée à l'hôpital. Je dis, oh, est-ce que c'est grave? Il faut que je revoie le médecin. Faut que je revoie le médecin. Je vais à l'accueil. Je dis, il faut que je revoie le médecin. Il faut que je pose 2-3 questions. Du coup, bah, le médecin il me prend 2 secondes.
Je lui pose des questions, je dis écoutez, vis-à-vis de mon bilan sanguin, comment on est? Est-ce que c'est grave ou quoi? Il m'a dit franchement, non. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez avoir des problèmes de santé qui arriveront un jour, en vieillissant, quoi qu'il arrive. Euh, Certes, avoir des traitements pour la transition, c'est sûr, ça va vous faire des effets secondaires. Certes, vous allez avoir peut-être des petits problèmes par-ci par-là, mais faut pas que ça vous empêche de faire la transition, parce que c'est que des peut-être, c'est que potentiel, c'est pas sûr. Et à côté de ça, il y a le côté bien-être psychologique et bien-être dans le corps, etc. Avoir cette cohérence en fait entre ce que je ressens au fond et ce que je suis, entre guillemets. Enfin, la cohérence entre mon genre dans ma tête et mon genre physique. Il faut pas que ça vous arrête. Enfin, il y a vraiment très peu de risques. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on fera un suivi. Si jamais il y a des problèmes, on trouvera une solution. Si jamais, quoi qu'il arrive, en fait, bah oui, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que je m'étais engagé du coup dans un suivi aussi. Ça paraît logique, mais c'est vrai que sur le moment, j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai que comme j'ai un suivi et que je dois faire des bilans sanguins régulièrement pour voir si tout va bien, bah, si jamais il y a un moindre problème, bah on peut agir contre. Et après, bah c'est à moi aussi d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire attention à ce que je mange, à ce que je fais, etc. pour que tout aille mieux en fait, enfin pour éviter tout problème. Et donc du coup, je repars. Et en repartant, je recroise l'infirmière avec qui j'avais rendez-vous, qui se baladait dans les couloirs, et qui dit oh ben vous êtes déjà là, si vous avez le traitement, on peut déjà faire la piqûre si vous voulez. Et là, je dis bah vous avez le temps là? Elle me dit bah je sais pas, ouais je dois avoir 10-20 minutes à peu près avant ma pause. Et moi, je me dis, écoutez, il y a une pharmacie à côté. Est-ce que ça vous dérange si je cours, que je reviens et que je fais la piqûre? Je dis, bah, ouais, j'ai pas de rendez-vous. Ouais, y a pas de souci. Du coup, j'ai couru comme une cinglée à la pharmacie. J'ai dit hôpital tout à l'heure. Je sais plus. Bref, je verrai au montage. Euh, du coup, j'ai couru comme une cinglée à la pharmacie. Qui était pas loin en plus. J'ai couru en me disant vite, faut que je cours avant qu'elle soit en pause. Parce que du coup, ce que m'avait dit le médecin, il m'avait tellement rassuré que bah, du coup, je me dis bah, let's go. Puis l'infirmière qui me dit si vous voulez, on peut le faire la piqûre maintenant. Bah, let's go, let's go. Moi, je commence. Hein. Si on peut commencer maintenant, on commence maintenant. Du coup, je fonce à la pharmacie, je reviens, je croise le médecin. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? J'étais essoufflé. Je dis je viens faire ma piqûre. Ah bah déjà. Ça a été vraiment n'importe quoi cette journée, cette matinée, hein, parce que je suis parti, il devait être midi. Hein. Donc vraiment, la matinée, c'était n'importe quoi. Du coup, je recroise l'infirmière, je dis voilà, on peut faire la piqûre? Ah bah oui, let's go. Du coup, je fais la piqûre, et c'est comme ça que j'ai commencé ma transition. Et je vais m'arrêter là sur cette vidéo parce que je vois 47 minutes, voire 48 en termes d'enregistrement. Donc je pense qu'on va s'arrêter là et puis on va faire du montage. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Alors je sais que ça a été très long parce que bon, bah, j'avais tout un contexte aussi et puis tout le passé, on va dire, tout un tas de choses à raconter. Les autres vidéos vont être plus courtes. Et puis voilà. Donc ouais, ça a été un parcours un peu du combattant pour commencer cette transition. Et au moment où je tourne cette vidéo, je suis au début de mon deuxième mois de transition. Et je regrette pas. Voilà. De toute façon, j'en parlerai à la prochaine vidéo, hein, des premiers mois de ma transition. Et puis, bah voilà, hein, j'espère que ce début de série série de vidéos sur ma transition de genre vous plaît et j'espère que ça pourra aider certaines personnes qui sont dans une situation similaire à la mienne. Et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, Instagram et si jamais
la couture ou autre, mes costumes peuvent vous intéresser, je vous précise que j'ai une boutique en ligne, les liens sont dans la description et également sur mes réseaux sociaux. Et pour la moindre question, que ce soit concernant ma transition ou sur tout autre sujet, hein, j'adore discuter, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, en message privé ou autre, ou en laissant des commentaires sous cette vidéo. Voilà. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Voilà. Salut!